À travers chants d'Hector Berlioz. L'Alceste d'Euripide, celle de Quinault et de Calzabigi, les partitions de Lully, de Gluck, de Schweitzer, de Guglielmi et de Handel sur ce sujet. Suite 5. La reine, demeurée seule dans le temple, exprime son anxiété par un de ses récitatifs comme Gluck seul en a jamais su faire. Ce monologue, déjà beau en italien, en français est sublime. Je ne crois pas qu'on puisse rien trouver de comparable, pour la vérité et la force de l'expression, à la musique, car un tel récitatif en est une aussi admirable que les plus beaux airs, des paroles suivantes. Il n'est plus pour moi d'espérance. Tout fuit, tout m'abandonne à mon funeste sort, de l'amitié, de la reconnaissance, j'espérerais en vain un si pénible effort. Ah, l'amour seul en est capable. Cher époux, tu vivras, tu me devras le jour, ce jour dont te privait la part impitoyable, te sera rendu par l'amour. Au 5e vers, l'orchestre commence un crescendo, image musicale de la grande idée de dévouement qui vient de poindre dans l'âme d'Alceste, l'exalte, l'embrase et aboutit à cet état d'orgueil et d'enthousiasme. Ah, l'amour seul en est capable. Après quoi le débit devient précipité, la phrase vocale court avec tant d'ardeur que l'orchestre semble renoncer à la suivre, s'arrête haletant, et ne reparaît qu'à la fin pour s'épanouir en accords pleins de tendresse sous le dernier vers. Tout cela appartient en propre à la partition française, aussi bien que l'air suivant. Non, ce n'est point un sacrifice. Dans ce morceau, qui est à la fois un air et un récitatif, la connaissance la plus complète des traditions et du style de l'auteur peut seule guider le chef d'orchestre et la cantatrice. Les changements de mouvement y sont fréquents, difficiles à prévoir, et quelques-uns ne sont pas marqués dans la partition. Ainsi, après le dernier temps d'arrêt, Alceste en disant « Mes chers fils, je ne vous verrai plus » doit ralentir la mesure d'un peu plus du double, de manière à donner aux notes noires une valeur égale à celle de blanche pointée du mouvement précédent. Un autre passage, le plus saisissant, deviendrait tout à fait un non-sens si le mouvement n'en était ménagé avec une extrême délicatesse. C'est à la seconde apparition du motif. Non, ce n'est point un sacrifice. Et, pourrais-je vivre sans toi, cher Admète ? Cette fois, au moment d'achever sa phrase, Alceste, frappé d'une idée désolante, s'arrête tout à coup à « Sans toi ». Un souvenir est venu étreindre son cœur de mère et briser l'élan héroïque qui l'entraînait à la mort. Deux hautbois élèvent leur voix gémissante dans le court intervalle de silence que laisse l'interruption soudaine du chant et de l'orchestre. Aussitôt Alceste. Ô mes enfants! Au regret superflu. Elle pense à ses fils, elle croit les entendre. Égarée et tremblante, elle les cherche autour d'elle, répondant aux plaintes entrecoupées de l'orchestre par une plainte folle, convulsive, qui tient autant du délire que de la douleur, et rend incomparablement plus frappant l'effort de la malheureuse pour résister à ses voix chéries, et répéter une dernière fois, avec l'accent d'une résolution inébranlable. Non, ce n'est point un sacrifice. En vérité, quand la musique dramatique est parvenue à ce degré d'élévation poétique, il faut plaindre les exécutants chargés de rendre la pensée du compositeur. Le talent suffit à peine pour cette tâche écrasante, il faut presque du génie. Le récitatif arbitre du sort des humains, dans lequel Alceste, agenouillé au pied de la statue d'Apollon, prononce son terrible vœu, manque, comme l'air précédent, dans la partition italienne. L'accent en est énergique et grandiose. Il offre cela de particulier dans son instrumentation, que la voix y est presque constamment suivie à l'unisson et à l'octave par 6 instruments avant, 2 hautbois, 2 clarinettes et 2 cors, sur le trémoto de tous les instruments à cordes. Ce mot trémoto, trembler, n'indique pas dans les partitions de Gluck ce frémissement d'orchestre qu'il a employé ailleurs fort souvent,
et qu'on nomme trémolo, dans lequel la même note est répétée aussi rapidement que possible par une multitude de petits coups d'archet. Il ne s'agit ici que de ce tremblement du doigt de la main gauche appuyé sur la corde, et qui donne au son une sorte d'ondulation. Gluck l'indique par ce signe, placé sur les notes tenues, et quelquefois aussi par le mot appoggiato, appuyé. Il y a encore une autre espèce de tremblement qu'il emploie dans les récitatifs, dont l'effet est fort dramatique. Il le désigne par des points placés au-dessus d'une grosse note, et couverts par un coulé ainsi. Cela signifie que les archets doivent répéter sans rapidité le même son d'une façon irrégulière, les uns faisant 4 notes par mesure, d'autres 8, d'autres 5, ou 7, ou 6, produisant ainsi une multitude de rythmes divers qui, par leur incohérence, troublent profondément tout l'orchestre et répandent sur les accompagnements ce vague ému qui convient à tant de situations. Dans le récitatif que je viens de citer, ce système d'orchestration avec le trémoto appoggiato, la voix solennelle des instruments avant suivant la partie de chant, les dessins formidables des basses descendant diatoniquement, pendant les intervalles de silence de la partie vocale, produisent un effet d'un grandiose incomparable. Remarquons le singulier enchaînement de modulations suivies par l'auteur, pour lier ensemble les deux grands airs que chante Alceste à la fin de ce premier acte. Le premier est en ré majeur, le récitatif qui lui succède, et dont je viens de parler, commençant aussi en ré, finit en ut dièse mineur. L'entrée du grand prêtre rentrant pour dire que le vœu d'Alceste est accepté a lieu sur une ritournelle en ut dièse mineur qui aboutit à un air en mi bémol, et le dernier air de la reine est en si bémol. Ce morceau du prêtre, et déjà la mort s'apprête, est à 2 mouvements et d'un caractère presque menaçant dans sa seconde partie. Il est fait avec l'air d'Ismène de l'Alceste italienne, par Thomas Santi, mais transfiguré et agrandi par l'art extrême avec lequel Gluck l'a modifié en l'adaptant à de nouvelles paroles. En français, l'andante est plus court, l'allegro plus long, et une partie de basson assez intéressante est ajoutée à l'orchestre. Du reste, le fond de la pensée première est presque partout conservé. Il faut ici signaler une nuance très importante dont l'indication manque à la partition française gravée, ne se trouvait pas davantage dans la partition manuscrite de l'opéra, et fut marquée, au contraire, avec le plus grand soin dans la partition italienne. Dans le dessin continu de second violon qui accompagne tout allegro, la première moitié de chaque mesure doit être exécutée forte et la seconde piano. Malgré l'oubli des graveurs et des copistes, il est évident que cette double nuance est d'un effet trop saillant pour qu'on puisse la négliger et exécuter mezzo forte d'un bout à l'autre le passage en question, ainsi que je l'ai vu faire autrefois à l'opéra. Probablement c'est encore là une de ces fautes de rédaction que Gluck rectifiait aux répétitions, mais qui, n'étant pas corrigée sur les parties ni sur la partition, ne pouvait manquer d'induire en erreur les exécutants longtemps après, quand le maître soleil avait disparu. J'arrive à l'air, divinité du Styx. Alceste est seul de nouveau, le grand prêtre l'a quitté, en lui annonçant que les ministres du dieu des morts l'attendront aux abords du Tartare à la fin du jour. C'en est fait, quelques heures à peine lui restent. Mais la faible femme, la tremblante mère, ont disparu pour faire place à un être qui, jeté hors de la nature par le fanatisme de l'amour, se croit désormais inaccessible à la crainte et capable de frapper, sans pâlir, aux portes de l'enfer. Dans ce paroxysme d'enthousiasme héroïque, Alceste interpelle les dieux du Styx pour les braver, une voix rauque et terrible lui répond, le cri de joie des cohortes infernales, l'affreuse fanfare de la trompe tartaréenne retentit pour la première fois aux oreilles de la jeune et belle reine qui va mourir. Son courage n'en est point ébranlé, elle apostrophe, au contraire, avec un redoublement d'énergie ces dieux avides dont elle méprise les menaces et dédaigne la pitié. Elle a bien un instant d'attendrissement, mais son audace renaît, ses paroles se précipitent. Je sens une force nouvelle. Sa voix s'élève graduellement, les inflexions en deviennent de plus en plus passionnées.
Mon cœur est animé du plus noble transport. Et après un court silence, reprenant sa frémissante évocation, sourde aux aboiements de Cerbère comme à l'appel menaçant des ombres, elle répète encore. Je n'invoquerai point votre pitié cruelle, avec de tels accents, que les bruits étranges de l'abîme disparaissent vaincus par le dernier cri de cet enthousiasme mêlé d'angoisse et d'horreur. Je crois que ce prodigieux morceau est la manifestation la plus complète des facultés de Gluck, facultés qui ne se représenteront peut-être jamais réunies au même degré chez le même musicien, inspiration entraînante, haute raison, grandeur de style, abondance de pensée, connaissance profonde de l'art de dramatiser l'orchestre, mélodie pénétrante, expression toujours juste, naturelle et pittoresque, désordre apparent qui n'est qu'un ordre plus savant, simplicité d'harmonie, clarté de dessin. Et, par-dessus tout, force immense qui épouvante l'imagination capable de l'apprécier. Cet air monumental, ce climax d'un vaste crescendo préparé pendant toute la dernière moitié du premier acte, ne manque jamais de transporter l'auditoire quand il est bien exécuté, et cause une de ces émotions qu'il serait inutile de chercher à décrire. Il faut, pour que son exécution soit fidèle et complète, que le rôle d'Alceste soit confié à une grande actrice possédant une grande voix et une certaine agilité, non pas de vocalisation, mais d'émission des sons, qui lui permettent de bien faire entendre le débit rapide sans prendre des temps pour poser chaque note. Sans cela, le prestissimo épisodique du milieu. Je sens une force nouvelle. Serait à peu près perdu. Remarquons la liberté grande que Gluck a prise dans ce passage, comme dans beaucoup d'autres, de se moquer de la carrure et même de la symétrie. Ce prestissimo est composé de 5 membres de phrases de 5 mesures chacun et de 4 mesures en plus. Et cette succession irrégulière, loin de choquer, saisit de prime abord et entraîne l'auditeur. Pour bien rendre cet air, il faut en outre que les mouvements en soient saisis avec sagacité au début, où se fait sentir une certaine majesté sombre, et bien délicatement modifiée ensuite, pour la dernière et si touchante mélodie. Mourir pour ce qu'on aime est un trop doux effort, une vertu si naturelle, dont chaque mesure tire larmes et sang. De plus, il faut absolument que l'orchestre soit inspiré comme la cantatrice, que les fortés soient terribles, les pianos tantôt menaçants et tantôt attendris, et que les instruments de cuivre surtout donnent à leurs 2 premières notes une sonorité étonnante, en les attaquant vigoureusement et en les soutenant sans fléchir pendant toute la durée de la mesure. Alors on arrive à un résultat dont les plus savants efforts de l'art musical ont offert bien peu d'exemples jusqu'ici. Conçoit-on que Gluck, pour se prêter aux exigences de la versification française ou à l'impuissance de son traducteur, ait consenti à défigurer ou, pour parler plus juste, à détruire la merveilleuse ordonnance du début de cet air incomparable, qu'il a au contraire si avantageusement modifié dans presque tout le reste? C'est pourtant la vérité. Le premier vers du texte italien est celui-ci. Ombre, larve, compagne di morte. Le premier mot, ombre, par lequel l'air commence, étant placé sur 2 larges notes, dont la première peut et doit être enflée, donne à la voix le temps de se développer et rend la réponse des dieux infernaux, représentée par les cors et les trombones, beaucoup plus saillante, le chant cessant au moment où s'élève le cri instrumental. Il en est de même des 2 sons écrits une tierce plus haut que les premiers, pour le second mot larvé. Dans la traduction française, à la place de ces 2 mots italiens, qui étaient tout traduits en y ajoutant un S, nous avons « divinité du Styx », par conséquent, au lieu d'un membre de phrase excellent pour la voix, d'un sens complet enfermé dans une mesure, le changement produit 5 répercussions insipides de la même note pour les 5 syllabes divinité du, le mot Styx étant placé à la mesure suivante, en même temps que l'entrée des instruments avant et le fortissimo de l'orchestre, qui l'écrase, et empêche de l'entendre. Par là, le sens demeurant incomplet dans la mesure où le chant est à découvert, l'orchestre a l'air de partir trop tôt et de répondre à une interpellation inachevée. De plus,
La phrase italienne Compagnie di morte, sur laquelle la voix se déploie si bien, étant supprimée en français et remplacée par un silence, laisse dans la partie de chant une lacune que rien ne saurait justifier. La belle pensée du compositeur serait reproduite sans altération, si, au lieu des mots que je viens de désigner, on lui eût adapté ceci. Ombre, larve, pâle compagne de la mort. Sans doute le poète n'eût pas su se contenter de la structure de ce quasi-vers, et plutôt que de manquer aux règles de l'hémistiche, il a mutilé, défiguré, détruit l'une des plus étonnantes inspirations de l'art musical. C'était quelque chose de si important, en effet, que les vers de Monsieur Durolay. Madame Viardot, faisant à cette occasion de l'éclectisme et n'osant pas supprimer les mots divinité du Styx, devenu célèbre et que tous les amateurs attendent quand on exécute ce morceau, a conservé en partie la mutilation de Durolay, et réinstallé la seconde phrase de l'air italien avec les mots « Pâle compagne de la mort ». C'est toujours cela de gagner. Quelle fière joie doit ressentir en son cœur la cantatrice qui, sûre d'elle-même, voyant à ses pieds un auditoire frémissant, et soutenue par les ailes du génie dont elle est l'interprète, s'apprête à commencer cet air. Cela doit ressembler au bonheur de l'aigle s'élançant d'un pic élevé pour nager libre dans l'espace. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.